Je prendrai juste quelques exemples. Au Canada, on a créé 1,5 million d'emplois depuis 2007. En Allemagne, c'est un pays qui est aujourd'hui en plein emploi, où les jeunes espagnols, grecs viennent parce qu'il y a de la pénurie d'emploi dans certains secteurs et dans certaines régions. Donc, et en Allemagne, il y a aussi des machines, et ça n'empêche pas de créer chaque mois et chaque jour des emplois, y compris dans les usines. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas une loi des reins qui broierait les gens, etc. Il y a des difficultés qu'il faut essayer aujourd'hui de traiter. Sophie Vanish. Moi, je voudrais rebondir sur l'expression de Nicolas Bavrez, il ne faut pas avoir d'utopie. Parce que, dans une certaine mesure, quand on est dans une rupture qui est à la fois historique, anthropologique et technologique, c'est justement l'occasion d'en avoir. C'est-à-dire c'est le moment où il faut remettre en route des imaginaires totalement neufs et accepter d'avoir la foi dans un monde tout autre. Et que ce monde tout autre, c'est justement celui qui a déjà été rêvé. C'est-à-dire que le fait de ne plus être dans la logique de la culpabilité, de devoir travailler et de devoir donner sa sueur et son sang pour pouvoir exister, c'est quelque chose qui fait partie des rêveries humaines et qui humanise l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qui la dégrade. Et donc, il y a la possibilité de penser effectivement une autre répartition des revenus. Et c'est pensé depuis le XVIIIe siècle au moins, sans doute avant aussi, mais sauf que je connais mieux le XVIIIe siècle. Et quelqu'un comme Thomas Paine, il pense quelque chose qui ressemble un peu à ce qui est pensé aujourd'hui quand on parle de revenu de vie. Donc au XVIIIe siècle, on parle de revenu de vie. Pourquoi on parle de revenu de vie ? Parce qu'on dit, voilà, il y a un certain nombre de richesses sur la planète, et ces richesses peuvent être réparties de manière à ce que le bonheur soit réparti d'une manière égale entre chacun. Et que si on répartit suffisamment bien les richesses, alors il n'y aura pas nécessairement besoin de travailler dur, mais de travailler bien pour pouvoir en tirer aussi du plaisir et pouvoir créer. Pouvoir créer, ça ne veut pas dire créer nécessairement de l'argent. C'est créer des conditions pour moralement, psychiquement et simplement d'une manière quotidienne avoir du plaisir à vivre. Mais quand on essaie de l'organiser, ça marche pas, ça. Enfin, quand on essaie de l'organiser en dehors du système monétaire, en appliquant une utopie égalitaire, ça ne marche pas. Enfin, on a vu les expériences, c'est plutôt un désastre. Je ne vous parle pas de ces expériences-là, parce que les expériences dont vous parlez, c'est les expériences effectivement totalitaires. L'utopie, elle n'est pas totalitaire. L'utopie, elle est émancipatrice. C'est-à-dire que c'est un non-sens de mettre ensemble... Le totalitarisme, avant de devenir totalitaire, se vend comme utopie. Non, il ne se présente pas comme une utopie. Il est dans un échec assez brillant, assez rapidement, immédiatement après l'échec des communes, des soviets. C'est-à-dire que quand le pouvoir n'est plus aux soviets, on n'est déjà plus dans l'utopie. Et Maïakovsky se suicide. Et je pense qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose qui est arrêté dès ce moment-là. Donc il faut arrêter de mettre ensemble la notion d'utopie et la notion de totalitarisme. L'utopie sans émancipation, ce n'est pas des utopies. Je ne vois pas comment on applique l'égalité en fait sans totalitarisme. Bon, la question de l'égalité, c'est quand le bonheur des uns fait le malheur des autres, on n'est plus effectivement dans l'égalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que les financiers vont très bien. C'est pas sûr qu'ils vont très bien psychiquement, mais ils vont très bien du point de vue des conforts. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont très mal. Et donc, il y a un problème de la manière dont on égalise les bonheurs. Et effectivement, les nazis allaient très bien dans leur camp de concentration. Oh, non, mais allons jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas considérer que l'égalité... Je veux bien qu'on égalise l'argent, mais le bonheur, qu'on laisse ça un peu individuel. La question actuelle, c'est celle du bonheur. Ce n'est pas celle de l'argent, c'est celle des conditions de vie. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre bien, mais par contre, il y a besoin d'un minimum de conditions matérielles et de conditions morales. Sophie Vanish, je vous interromps parce que Daniel Cohen vous dirait qu'il suffit d'avoir une certaine somme pour qu'immédiatement on ait l'impression qu'il nous en faut davantage pour être heureux. C'est le sujet de votre dernier livre. Oui, donc en fait, c'est exponentiel. Ça ne s'arrête jamais, la notion de qu'est-ce qu'il nous faut pour être heureux. C'est pas complètement vrai. Il y a des théories de la frugalité aujourd'hui. Mais je crois qu'on se rejoint tout de même parce que le but de ce livre, c'est justement de dire que de toutes les utopies qui ont été proposées, on va dire, à l'histoire humaine et en Europe depuis le XVIIIe siècle, la démocratie, la révolution sexuelle bien plus tard, il y en a une qui résiste et je crois qu'il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi, pour qu'elle rende les armes aussi. Et celle qui résiste, la forteresse qui résiste, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, Marx disait, un jour, le communisme permettra à chacun d'avoir selon ses besoins. Keynes, dont on parlait tout à l'heure, dans les années 30, disait, à la fin du siècle, celui qui est passé, on travaillera 2-3 heures par jour, ça suffira largement, et on pourra s'occuper enfin des choses sérieuses, l'art, la littérature. Et d'une manière bizarre, moi je veux qu'on en parle et vous suivre justement dans ce questionnement. D'une manière bizarre, c'est l'utopie qui n'a jamais été atteinte, c'est-à-dire que toutes les autres, au fond, se sont réalisées sous des formes bâtardes, peut-être, mais elles se sont réalisées, pas celle-là. Et celle-là tient bon, c'est-à-dire que chaque fois qu'on croit
que ça y est, on va y arriver, on va être assez riche pour passer à autre chose. Non, on est toujours rattrapé par un système de besoins qui nous rattrape. C'est un rapport de force. Non mais juste, je voudrais terminer sur un point, c'est que ce qui me paraît le plus troublant, et d'ailleurs on en parle déjà dans ces termes-là, c'est moins de comprendre comment, pourquoi, parce que c'est assez facile à faire, le système de besoins et comment c'est alimenté par la publicité, tout ce qu'on voudra. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'en réalité, on n'arrive pas à le comprendre, cette chose-là. Dans mon précédent livre, en un mot, je disais la loi de Malthus, qui est la loi de la population, a gouverné les civilisations humaines sans qu'on la comprenne. Aujourd'hui, on est soumis à une loi qu'on a du mal à comprendre, c'est-à-dire cette loi qui veut que on n'en aura jamais assez, que le système de besoins, mais le système aussi de comparaison avec les autres, c'est-à-dire le système social, nous amène à aller plus loin. Et je vous rejoins sur ce point. Si on n'arrive pas à poser ça comme un problème, pas comme une solution, comme un problème, comment se fait-il qu'on ne soit jamais saturé de ces besoins ? Alors, on n'arrivera jamais à résoudre cette équation. Et donc, l'être humain, il cherche le paradis sur Terre et il n'existe pas. Mais pourquoi l'économie canalise cette envie de paradis ? C'est ça qui... Mais ça part exactement sur ça. Mais pourquoi le fait que l'être humain, il est... Pourquoi pas l'art, la culture L'être humain, il est affamé, il est assoiffé permanent. Et en fait, la différence, c'est qu'il y a des gens qui aiment travailler, qui aiment rester... Moi, je suis des gens qui... J'aime travailler. J'aime pas qu'on me dit tu travailles 2 heures et tu gagnes 10. Je trouve ça... J'aime pas ça, par exemple. Je suis différente et je trouve que pour ceux qui aiment travailler, qui sont manufacturiers, qui aiment faire des trucs, qui bricoler, je sais pas, qui sont comme ça, il faut donner une ouverture. Et que notre société aujourd'hui, elle veut égaliser, donner à tout le monde, gna gna gna, mais ils pensent pas à ceux qui sont différents et qui veulent faire des trucs, qui sont comme ça, il faut le bricoler, je sais pas. Mais par exemple, on n'utilise pas nos talents vraiment. Revenons au chômage. Mais oui, un mot, Sophie Wadisch. La question du travail, c'est la question aussi du travail en tant qu'il fait plaisir, mais le rapport entre le plaisir qu'on a à son travail et la possibilité de l'existence qu'on peut retirer avec, c'est-à-dire du droit à l'existence qu'on a avec, le lien, il est construit socialement. Donc bien sûr qu'on a envie de travailler, qu'on n'est pas des gens désœuvrés au sens où on n'aurait pas de désir et pas le plaisir de faire. Oui. Mais le problème, c'est le lien qu'on peut faire justement entre le plaisir de faire, le plaisir de créer et la possibilité d'avoir une place dans une société. Donc la question, elle est là. Non seulement le travail, il fabrique le lien social. Et il fabrique non seulement le lien social, mais le lien démocratique. On voit très bien que dans les endroits des sociétés développées où il n'y a plus de travail, ce n'est pas seulement les revenus qui disparaissent, en dehors des revenus de transfert éventuels. Ce qui disparaît, c'est l'identité sociale, l'identité des citoyens. Donc le travail, il est décisif également pour la démocratie, il ne faut pas l'oublier. La deuxième chose, je vais revenir juste pour vivre bien, il faut d'abord vivre tout court. Je rappelle quand même qu'il a fallu 18 siècles pour que l'espérance de vie passe de 25 à 38 ans. Et qu'en 200 ans, on est passé de 38 à peu près 70 et jusqu'à 82 ou 84 dans nos sociétés. On est arrivé avec 3 choses. Premièrement, le capitalisme et la croissance, qui ont été très importants. On voit qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de croissance, Zimbabwe, Haïti, c'est quand même très difficile, y compris en termes d'espérance de vie. Ensuite, il y a eu la démocratie, qui a été le deuxième grand facteur. Et le troisième, c'est le progrès scientifique. Donc, moi, je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il faut des réformes tout à fait fondamentales, mais il ne faut pas oublier et il ne faut pas justement jeter et la croissance et la démocratie et les progrès que permettent la science avec l'eau du bain de cette grande crise. François Asselineau. Je me demande un peu où je suis tombé, en fait. C'est vrai ? On parle utopie, 19e siècle, 18e siècle. C'est une émission culturelle. Oui, je signale que depuis le début de cette émission, la France a statistiquement perdu à peu près 12 emplois, que nous perdons 800 emplois par jour, que nous perdons une usine par jour. Je me rappelle avoir débattu avec M. Baveret le 15 octobre 2008 sur Radio Notre-Dame. C'était il y a 4 ans, il me disait déjà les mêmes choses. Depuis lors, nous avons donc perdu 1200 usines et notre endettement a augmenté de 500 milliards d'euros. Donc la question qu'il faudrait quand même se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça que les Français se posent, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe, c'est que nous avons perdu tous les moyens pour protéger nos emplois. Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services et donc qui notamment est le feu vert généralisé pour les délocalisations. Alors, Monsieur Montebourg,
M. Montebourg en est réduit à faire des moulinets, puisqu'il y a cet article 63 qui lui interdit d'interdire aux entreprises de délocaliser. Je voudrais insister sur quelque chose qui est extrêmement important. Comment font les autres ? Comment font les autres pays, ceux qui gagnent ? Ceux qui gagnent, comment font la Chine ? Comment font la Thaïlande ? Ils font comment, eux ? Eh bien, tout simplement, ils ont des ouvertures sur l'étranger qui sont asymétriques. On a appris il y a quelques jours qu'un Chinois, par exemple, vient d'acheter le château de Gevrey-Chambertin. Et figurez-vous que si nous voulions acheter, nous, un vignoble en Chine, il y en a, ou bien tout simplement un jardin de thé, nous ne le pourrions pas. Ce serait interdit. Lorsque, par exemple, les Chinois ont voulu acheter Unocal, qui était une entreprise de pétrolière en Californie, les États-Unis, le gouvernement de Washington, il a mis au panier toutes les théories ultralibérales, il a dit non. Voilà, c'était le fait du prince. Lorsque Dubai Port Authority a voulu racheter 7 ports aux États-Unis, le gouvernement américain a dit non. Voilà, seulement nous, si par exemple en ce moment Qatar fait ses achats en France, l'Émirat de Qatar, mais si nous voulons acheter des terres dans l'Émirat de Qatar, nous ne le pourrions pas. Alors tout ceci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une asymétrie et que les pays qui gagnent ne sont pas dans les mêmes, n'ont pas accepté les mêmes conditions de concurrence totalement déloyale dans laquelle sont plongés les pays de l'Europe du fait des traités européens et notamment, j'insiste, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y en a bien d'autres. Par exemple, l'article 106 qui réglemente nos services publics, l'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique et qui vide donc de sens les programmes politiques de nos gouvernants. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, on vient de le voir. Ils ont en fait la même politique, une politique qui n'est pas conforme à l'intérêt des Français, qui a été décidée, fixée dans le marbre des traités européens. Vous êtes d'accord, Sophie Baniche ? Je voulais juste expliquer que dans la période de la Révolution française, donc le XVIIIe siècle, bien sûr, à quoi ça peut nous servir ? Parce que justement, on réfléchit ces questions. On réfléchit le fait que même si on est dans un système libéral, il ne faut pas aliéner les biens, et en particulier le territoire dans un premier temps, et les biens qui permettent au pays de fonctionner. Et on est dans une logique où on essaye de penser les relations entre les différents pays, dans le cadre de ce qu'on appelle une cosmopolitique, et en même temps où on interdit de détruire ce qui conduit un pays à prospérer. Et donc on a besoin de ces outils-là pour pouvoir aujourd'hui prendre appui sur ce qui a existé pour effectivement réinventer, sans être nécessairement taxé de réactionnaires ou de personnes qui ne se rendent pas compte de la réalité, ou entendre dire constamment « le monde a changé ». Le monde a changé parce qu'on a des choix politiques qui ont été faits et qui ne pensent plus les articulations entre critique libérale du libéralisme et libéralisme. Oui, enfin, en attendant... Il y a une critique libérale du libéralisme qu'il faut mener et qui n'empêche pas de construire un espace européen, mais avec d'autres règles. Donc le problème, ce n'est pas l'Europe en tant que telle, c'est les règles que l'Europe s'est données. En l'occurrence, ce serait le libre-échange, puisque c'est ça que vous accusez François Asselineau. Je ne suis pas contre le principe du libre-échange. Je dis simplement que toutes nos politiques ont disparu, que tout a été transféré à des oligarchies non élues. Et donc je dis que la première chose qu'il faut faire, c'est rendre aux Français la possibilité de décider des politiques qu'ils veulent. On en parlera tout à l'heure avec le traité budgétaire européen. Je me permets quand même d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que l'emploi qui disparaît en Europe. L'emploi, il grimpe dans les pays d'Asie, mais il y a aussi la pauvreté qui monte en Europe. Selon l'INSEE, là, en 2010, on a vu le nombre de pauvres augmenter de 440 000. On est maintenant à 8 700 000 pauvres en France. Alors, on peut continuer à considérer qu'on n'a absolument pas le droit de poser les problèmes dans les termes dans lesquels je les pose. Mais pendant ce temps-là, eh bien, il y a de plus en plus, à peu près 1000 à 1500 personnes qui sombrent dans la pauvreté en plus chaque jour en France. Et Dan ? Ouais, moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'on a vu, sur toutes les entreprises qu'on a vues, qui sont toutes de très grandes entreprises. Qui ont... Celles qui ont des plans sociaux Exactement, qui sont accompagnées exactement dans les licenciements. Exactement. Le vrai problème qu'on va avoir, c'est que toutes ces entreprises représentent que 2% des entreprises françaises. Il y a 98% des entreprises françaises, elles, qui n'auront pas ce genre de plans, qui n'auront pas cet accompagnement. Il faut savoir que ces 2% d'entreprises gère approximativement 14 millions des salariés, des actifs français. Il y a 14 millions qui restent, qui sont dans les 98% qui restent des petites entreprises.
Ces petites entreprises, elles vont se la prendre aussi la claque. Quand ils vont se la prendre, ça va être beaucoup plus violent que ces grosses entreprises qui ont une grande visibilité, qui ont une belle exposition, qui sont reçues à l'Élysée jour et nuit, etc. Je ne dis pas qu'il faut les laisser tomber, pas du tout, loin de là. Que je pense qu'on n'a pas remplacé le travail par des machines. Pour moi, je pense qu'on a remplacé le travail, l'homme, par de l'homme moins cher, tout simplement, quoi. Et c'est là le vrai grand risque. La vraie question qu'on devrait peut-être potentiellement se poser, c'est le travail, c'est pour quoi faire? Est-ce que le travail, c'est pour un épanouissement? Est-ce que le travail, c'est pour de l'argent? Si c'est pour de l'argent, effectivement, on va fermer les entreprises au coup par coup, etc. On va chercher de la productivité ailleurs. Si maintenant l'objectif, et je pense a priori dans le pays dans lequel on vit, on a pour objectif d'un mieux vivre, effectivement, on n'est pas sur la bonne route. Il faut revaloriser le travail, mais pas que en termes financiers. Il faut valoriser le travail en termes humains. Je pense que les entreprises qui tenaient la route, qu'on n'a pas envie de délocaliser, c'est des entreprises qui sont nées de terre, qui ont l'amour du travail bien fait. Et aujourd'hui, on a un rapport de productivité. Alors bien sûr, on est soumis à la productivité des quatre coins de la planète. Bien sûr, on peut discuter sur les conditions de production des pays qui sont de l'autre côté du monde. Mais il faut surtout valoriser l'être humain. C'est lui qui prend la vraie claque. Un salarié qui a le mental à zéro ne peut pas être productif, même avec tout le cœur qu'il pourrait avoir. Il faut redonner juste de l'envie au travail, tout simplement, je pense. Dans les images qu'on voyait, des extraits des journaux télévisés qui annonçaient tous ces plans de